Tesla a lancé le Cybertruck de production hier, Alexandre. Donc, le Cybertruck, il existe pour vrai. On sait tout du Cybertruck et on vous dit tout ça aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y. Donc, l'événement de lancement du Cybertruck, Alexandre, c'est l'événement où ils ont remis les Cybertruck aux 10 premiers clients, puis c'est là qu'on a tout appris. Fait qu'on va avoir beaucoup de sujets à discuter, la capacité de la batterie, l'autonomie, est-ce qu'il est vraiment par balle, le prix, puis plein d'autres sujets, puis plein d'autres nouveautés, puis entre autres, il y avait un gros mystère autour du Range Extender, donc l'augmenteur d'autonomie qui est une batterie, qui n'est pas essence, évidemment, dans le cas de Tesla. Fait qu'on commence avec la capacité de la batterie. C'est quoi la capacité de la batterie du Cybertruck, Alex? Oui. Ben moi puis Gab, dans les coulisses, on se parle. Moi puis Gab, ça fait 13 ans qu'on se connaît. Puis ça fait longtemps que je texte Gab. Je dis, Gab, moi, là, je regarde ça à l'œil. Là. Puis logiquement, Tesla, c'est pas une compagnie qui aime beaucoup les grosses batteries, parce que Tesla, c'est une compagnie qui habituellement fait de l'argent avec ses véhicules électriques. Là. C'est dans les seuls avec BYD pour l'instant. Puis moi, là, je me dis, là, regarde ça, là, ça va être comme l'F-150 Lightning. Entre 100 et 130 kWh, la batterie, c'est 123. Oui, puis tu m'avais partagé un estimé aussi là, de quelqu'un sur les internets qui nous disait 122, fait que là, 123, écoute, on est pas mal là-dessus. Donc, c'est vraiment plus petit que ce à quoi on aurait pu s'attendre, parce que Tesla nous avait dit qu'il va y avoir une autonomie de, je sais pas, 800 km, des choses comme ça. Là, finalement, il y a comme deux volets. Bon, d'abord, la batterie, c'est 123 kW. Ça, c'est le pack standard. Puis, il n'y a pas d'autres capacités de batterie disponibles. Mais, il y a un prolongateur d'autonomie qui est en fait une batterie de 50 kW qui est possible d'installer juste derrière en fait le compartiment passager ou, si vous voulez, à l'avant du plateau de la camionnette. Fait que c'est comme une très grosse boîte à outils. Puis là, c'est noir, puis ça fait là. Puis ça vient augmenter de 50 kWh en fait, la capacité de la batterie, puis ça augmente l'autonomie à quelque chose comme 750 quelques kilomètres, ce qui va être assez énorme. En fait, ça vient même battre le Silverado EV, qui a 724 km d'autonomie. Mais on s'entend que ça va être quoi, 5-10% des clients qui vont acheter ça, parce que tu perds de l'espace, là, tu peux plus mettre, par exemple, un VTT dans la boîte. Mais évidemment, la plupart des gens qui ont des camionnettes ne les utilisent pas comme des camionnettes, fait que ça t'empêchera pas de mettre ton épicerie. Fait que ça va être ça. Mais là, je pense que là où je trouvais ça vraiment intéressant, c'est qu'il y a aussi une raison, d'après moi, derrière le fait que c'est un pack relativement petit, c'est que ça va être une batterie qui, selon moi, puis là, c'est vraiment de la spéculation, oui, ils vont vouloir utiliser dans d'autres véhicules. Parce que 122 kW, c'est pas comme 200, là, comme dans un Silverado EV. C'est pas si lourd que ça. D'après moi, c'est une batterie qu'ils vont vouloir réutiliser dans les prochaines générations de modèle S, de modèle X, ou d'autres véhicules un peu plus gros que Tesla voudra lancer. On ne sait pas, peut-être qu'un jour, ils vont vouloir faire un Cyber VUS ou un fourgon peut-être. Ou un fourgon. Fait que, ça pourrait être super adapté pour ces besoins-là. Fait que d'après moi, ils vont vouloir réutiliser ce battery pack-là. Puis en utilisant un range extender, en fait, pour les gens qui ont besoin de plus d'autonomie, ben là, il crée un contexte où, en fait, les gens ils peuvent choisir, puis ça ne compromet pas le battery pack, mettons, à haut volume. Ils ont un battery pack très rentable haut volume qui n'est pas trop gros pour leurs besoins, puis un plus petit battery pack probablement moins rentable qui va être ajouté aux besoins. Tu m'envoies justement sur la gamme, puis là, c'est ça qu'on va faire là devant vous. Ça affiche maintenant un tableau que j'ai bâti hier et aujourd'hui. Là, on est en dollars américains, mais j'ai tout mis en métrique là, pour tout le monde. En réalité, quel est le prix du Cybertruck, comme Antoine Joubert? Combien coûte le X, whatever? Dans le fond, le Cybertruck propulsion, qui va être disponible dans plus qu'un an, en 2025, et que tout est sans objet, presque, il n'y a presque aucun détail sur ce véhicule-là. On parle de 60 990 $ américains. Quand même assez dispendieux quand on pense que le F-150 Lightning Pro ici est à 49 999 en dollars américains, avec une autonomie de 402 km. Le modèle de volume actuellement qui est lancé, puis qui va être probablement le modèle le plus populaire, c'est le modèle Dual Motor, Long Range, whatever, All-Wheel Drive, à 79 990 $ américains, disponible à partir de maintenant. Les livraisons devront commencer. Probablement des gens en Californie vont recevoir leur courriel et vont se faire livrer ça dans les prochaines semaines. Et au-delà là, de l'augmentation de la cadence de production, là, autonomie de 547 km. Là, moi, j'appelle ça des 747 km Tesla, parce que Tesla, on sait, on est toujours à peu près 15% à côté, parce qu'ils utilisent, selon les dires et selon certains documents de l'EPA, une technique différente pour calculer l'autonomie qui est légale,
Puis on dirait que personne ne semble s'occuper de cette affaire-là. Donc l'autonomie des Tesla est toujours plus grosse par rapport à un battery pack similaire sur un autre véhicule. Puis dans les petits renseignements, dans la page américaine du Cybertruck le configuré, on voit que les économies de carburant qui vous incluent dans le prix souvent, que moi j'aime pas quand Tesla fait ça, sont basées sur une consommation électrique de 26,6 kWh par 100 km. Là, vous voyez, là, c'est 45 quelque chose par 100 000, mais tu le divises par 1,609, puis ça te donne le vrai chiffre. Là. 547 km, je pense que dans la vraie vie, là, l'été, ça va être un genre de 520 km. Là. Puis évidemment, son remorque, on coupe en deux, tout ça. Mais, Gab, 266 Wh ou 26,6 kWh par 100 km, c'est quand même assez raisonnable comme consommation pour un si gros véhicule. Qu'est-ce que tu Ouais, mais c'est ça qu'on avait en tête, là, parce que les autres camionnettes, le F-150, ça va être 30, puis on disait peut-être plus. Peut-être que Tesla va réussir à descendre ça plus aux environs de 25, fait qu'ils ont fait 26. Fait que c'est quand même très, 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 très bien. Puis je pense, t'es sur l'autoroute, j'imagine, tu vas avoir à peu près 500 km d'autonomie avec un modèle à traction intégrale, là, ce qui, on s'entend, tu fais 500 km. Ah, je m'attendais pas à ça, Gab, non. Sur l'autoroute, moi, je m'attends à 450 solides. Okay. 500, ça va être de la ville. Wow. 450, t'as pas envie de faire 450 km non-stop en général, ou du moins, après 450 km, c'est raisonnable que tu fasses un arrêt avant de poursuivre ta route. Puis là, il va y avoir la recharge aussi à 350 kW sur les V4. Sur V4, exactement, puis 250 sur les V3. 350 dans un battery pack de 123, c'est beaucoup parce que, mettons, GM réussit à faire 350, 360 dans leur pack de batterie double, les packs de batterie de 212, 220 kWh dans les Silverado EV, Hummer EV, ce qui est bien, c'est super. Ça prend énormément d'ampérage. Fait que là, tu vois que, puis là, on rappelle, c'est un véhicule 800 volts, là, on l'avait prédit, puis c'est un véhicule 800 volts. Donc là, je suis pas sûr. Et aussi, qui est super important, parce que là, quand j'ai dit 800 volts, les gens du camp Hyundai vont faire « ça marchera pas sur aucune borne! » Vous avez raison. Renseignement des gens de chez Tesla, quand mettons, quelqu'un que j'aime beaucoup, le Kyle Connor de Autospec, qu'on salue, a posé des questions. Lorsqu'on recharge sur une borne de recharge rapide à 400 volts ou un superchargeur V2, V3 traditionnel, parce qu'il y a des V4, il y en a peut-être deux en Amérique du Nord, les modules se séparent en deux et se branchent différemment et ça fait un pack à 400 volts, donc on peut charger là, comme n'importe quel autre Tesla. C'est comme l'inverse de la stratégie de GM, en fait. Exactement, c'est 800 volts juste pour la recharge, dans le fond. Mais 400 volts pour faire fonctionner le opération. Fait que là, c'est 800 volts en opération, puis on peut charger à 400 volts. Dans le fond, c'est logique, là, c'est l'inverse de l'autre. Fait que dans le fond, les deux techniques sont bonnes. Là. Mais dans le fond, pour leur réseau de recharge en Amérique du Nord, Tesla, dans le fond, c'est l'investissement de remplacer tout ton réseau de 12 000 bornes, ça n'a aucun sens. Ben là, si le véhicule peut recharger à 250 kW adéquatement sur les bornes qui ont été installées dans les dernières années, ben c'est l'expérience pour le client va être comme recharger un modèle Y ou un modèle 3. Là. Ça va être. Puis on parle de 18 minutes pour une recharge de 15 à 80%, ce qui est quand même. Sur un V4, gars. Fait qu'on, moi, je m'attends à 30 minutes là, sur un superchargeur normal. Là. Ben, probablement 25, parce que c'était à 250. Ouais, peut-être. Puis tu as une bonne portion de ta recharge que de toute façon, tu vas déjà être baissé en bas de 3. Bref. Je pense que Tesla, ils ont été avec une approche comme intelligente, là, dans le sens qu'ils savent que c'est ça, la recharge et la capacité de la batterie. Là. Ils choisissent quelque chose qui va être rentable pour eux. Ils aiment ça faire de l'argent. Fait qu'ils n'ont pas mis une trop grosse batterie pour juste vendre des trucks à des gens qui ont peur de manquer d'autonomie. Si quelqu'un veut payer et avoir 750 km d'autonomie, de qui le paye? Ils vont installer ça dans la boîte. Oui, tu sais, il y a des désavantages. Pourquoi tu perdrais 33% du volume de ta boîte de camion? Là? Mais 90% des gens, parce qu'en réalité, ça c'est ma théorie, les camionnettes pleine grandeur, 90% du temps, sont utilisées comme des véhicules familiales. Puis on s'entend, Cybertruck, c'est un véhicule hollow, c'est un véhicule de luxe, c'est un look très polarisant. La clientèle, ça va être des gens qui veulent en avoir un parce que c'est polarisant. Il y en a qui vont remorquer, mais pas tous, tu sais. Exactement. Puis moi, ce que je vais être vraiment curieux de voir, c'est est-ce que le battery pack ou le prolongateur d'autonomie, s'il va être relativement facile à installer. Parce que ma question, c'est est-ce que tu vas pouvoir en louer un? Mettons que tu as un Cybertruck, tu pars en vacances, puis tu tires une roulotte, tu loues une roulotte. Tu pourrais-tu louer un prolongateur d'autonomie, je ne sais pas, quelques centaines de dollars pour la semaine, il te l'installe en quelques minutes, tu pars avec. Je veux dire, Tesla ne fera pas ça, mais un tiers parti pourrait choisir de faire ça. Je serais vraiment curieux, parce que peut-être que ça ne vaut pas l'investissement. On parle de quoi? C'est genre 16 000 US le prix. C'est la rumeur, 16 000 américains, donc quasiment 20 000 canadiens, c'est tout qu'un investissement. Exactement. Puis pour la plupart des gens, on s'entend, en ont pas de besoin, puis encore moins de gens qui vont vraiment vouloir s'en servir. Fait que, c'est ça. Là, dans le fond, je pense qu'on a parlé un peu des spécifications, puis vous avez vu le tableau que je vous ai affiché avec les autres camionnettes électriques. On voit que
Moi, personnellement, le Cybertruck, si je peux faire un sommaire rapidement, c'est un véhicule qui va compétitionner le Rivian en termes de prix et de luxe et de premium. Pas que c'est nécessairement un véhicule très luxueux, mais en termes de statut. Mais avec les capacités plus d'une camionnette pleine grandeur comme le Silverado EV et le F-150 Lightning. Donc, c'est comme un entre-deux. Dans le fond, la haute technologie et le premium du Rivian avec les capacités de charge et de remorquage plus traditionnelles d'une camionnette pleine grandeur dans un look complètement polarisant. On dit souvent les voitures maintenant sont tous pareilles. Ben là, les gens ne devraient pas être fâchés que pour une fois, il y a une voiture qui est vraiment pas pareille. Très controversée, très polarisante. Puis là, Gabriel, j'aimerais peut-être que tu enchaînes sur tout ce que Tesla a expliqué par balle, plus rapide que 911, tout ça. Ouais, T'sais. c'est ça. Ben, plus rapide que 911, ils ont fait une petite course, je pense qu'on est capable de montrer les images, où ils ont fait une course avec un Cybertruck qui remorque une Porsche 911, mais qui accélère plus vite que la Porsche 911. Ça, d'ailleurs, il y a eu plein de tentatives dans l'histoire de faire des espèces de comparatifs comme ça. Mercedes G-Wagon qui tire une Lotus Elise, qui accélère plus vite qu'une Lotus Elise, puis des choses comme ça. Mais là, eux, ils ont réussi à faire une belle petite démonstration. Mais je sais qu'il y a des gens qui avaient déjà fait le même genre de démo avec le Tesla Model X Plaid. Puis évidemment, on arrivait à peu près au même résultat. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, au niveau. Elon Musk avait toujours dit que le Cybertruck serait bulletproof. Puis là, ils ont fait une démonstration. Ils ont dit que tu peux tirer dessus avec des balles de pistolet subsoniques ou avec une mitrailleuse Thompson qui tire des balles de calibre 45 qui sont subsoniques. Fait que ça veut dire que c'est des projectiles qui n'ont pas une très très haute vélocité. Puis là, effectivement, ils résistent à ces balles-là. Mais on dit que c'est pas fait pour bloquer des balles à plus haute vélocité ou par exemple des calibres de carabine, des choses comme ça, ou des balles de pistolet ou de revolver de gros calibre. Fait que c'est sûr que c'est juste pour en parler, puis je suis sûr qu'un YouTuber qui va tirer une balle de calibre 50 au travers d'un Cybertruck d'ici quelques mois pour démontrer qu'il n'est pas par balle contre ça, mais c'est juste pour le show. Puis la réalité, c'est que cet acier inoxydable-là qu'ils ont choisi, il est à un relativement haut niveau de dureté. Je pense pas qu'on a donné de spécification à ce sujet-là. Mais grosso modo, il va être dur à rayer. Là. Ça va être dur de faire des graphiques dessus. Ça va être beaucoup plus résistant que la peinture d'un véhicule normal. Puis tu vas pouvoir juste passer un petit Scotch-Brite, comme on dit, là, une espèce de petite éponge là, pour frotter dessus, puis juste lui redonner son fini. Fait que ça, c'est quand même vraiment intéressant. Là. Moi, j'aime ça l'idée que ton camion, le fini, il n'y aura pas de corrosion. Jamais. Tu peux le poquer, il va pas rouiller. Tu peux le graffiner, il va pas rouiller. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te promener J'espère que dans le sel, il va pas rouiller. Je pense pas. Puis là, dans le fond, je vais vous afficher une image du châssis du véhicule, évidemment. Puis là, c'est là que ça devient intéressant. On vous en avait parlé dans d'autres podcasts. C'est la nouvelle technique d'assemblage des Tesla que le véhicule de 3e génération, le modèle 2, modèle Pito, peu importe, on ne sait pas comment il s'appelle, qui va être lancé dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne le sait pas, la voiture moins chère. Mais dans le fond, tous les sous-assemblés du véhicule sont assemblés à part, peinturés s'ils ont besoin d'être peinturés, et en plus rassemblés ensemble sur une ligne d'assemblage générale. Et là, ce que vous voyez devant vous, c'est le casting, le moulage avant qui est immense, le moulage arrière qui est immense, et une cage en acier haute résistance, que c'est traditionnel, et ensuite le battery pack va en dessous de ça, battery pack structurel, qui est le modèle Y all-wheel drive 4680. Ça, c'était en réalité, en anglais, c'est le test bed. Là, c'est le véhicule de test pour le Cybertruck. Et voilà, c'est pour ça qu'ils n'en font plus. Et après, quand tout ça est assemblé, la ligne d'assemblage des robots et des employés vont ajouter les panneaux d'acier inoxydable à l'extérieur pour créer la coquille externe du véhicule. Sais-tu en fait, les véhicules Saturn étaient assemblés exactement comme ça. Sauf que dans le fond, il n'y avait pas les sous-modules. Space frame de Saturn là, à l'époque. Là, mais Tesla a réduit beaucoup de composants. Là. C'est ça, le Tesla a enlevé beaucoup de composants, puis dans le fond, la structure du véhicule est comme structurelle, c'est complexe, mais il n'y a pas de châssis en échelle ici, il n'y a pas de space frame. En réalité, c'est quand tu regardes en 3 assemblées, tu as le devant du véhicule qui est un sous-assemblé, tu as le derrière du véhicule qui est un sous-assemblé, tu as la cabine qui est un assemblé, ils sont attachés / collés ensemble, carrosserie, panneau de verre, les portes, le véhicule est terminé. J'ai vulgarisé énormément, mais on peut penser que ce véhicule-là a 30% à 40% moins de composants qu'un Rivian ou un F-150 Lightning facilement. Ouais, Tesla, est toujours créatif dans son enlevage de composantes. Là, il n'y aura pas de miroir, hein, t'as-tu vu? De miroir central, de rétroviseur central. Pas de miroir central. Pas de rétroviseur central. C'est une caméra. Puis moi, que ce soit une caméra, ça me dérange pas, honnêtement. Dans les véhicules GM, là, je trouve que c'est une des inventions que, honnêtement, je m'en passerais pas. Là. Je trouve que ça fait plein de sens. Mais chez GM, tu as quand même un rétroviseur.
je veux dire, même si c'était juste un écran, hypothétiquement, si tu voyais pas, ça serait correct. Mais là, c'est dans l'écran, donc il n'y a pas de rétroviseur. Fait que là, ça va être assez peu intuitif au début. J'imagine que les gens qui en ont un vont s'habituer, mais ça va être assez troublant. Là. Fait que si vous pour les gens qui vont le conduire pour la première fois, fait que ça, il faut quand même faire attention. Mais bref, il y a beaucoup moins de composantes. Mais une chose qu'ils ont ajouté, c'est en fait un genre de coffre scellé là, dans la boîte. En fait, comme exactement comme un Ridgeline, c'est ça. Je trouve ça super intéressant parce qu'on était assez déçus du fait que le frunk était relativement petit. Il est assez gros pour mettre ton épicerie, mais c'était quand même plus petit que le frunk d'un F-150 ou d'un Silverado EV, parce qu'il est peu profond, en fait. Là, il est très, très court, puis c'est parce que le devant de ce véhicule-là est beaucoup plus court que celui d'une camionnette traditionnelle. Mais là, on a aussi un rangement qui est probablement encore plus gros, en fait, qui est sous le plateau du Cybertruck. Puis là, ça va, je pense que, écoute, ça règle complètement la question. Là. Les gens vont beaucoup utiliser ce rangement-là. Il y a assez d'espace. Puis la cabine, tu sais, puis dans le fond, la cabine, je pense pas que c'est une cabine d'équipe là, comme dans un Ram 1500, là, mais c'est une cabine normale. Là. Évidemment, on ne l'a pas essayé, on ne l'a pas vu. On va vous inviter, on va vous mettre plein de liens. Plusieurs médias comme Top Gear, Haggerty, Marcus Brownlee, qu'on aime beaucoup, et autres ont eu la chance d'avoir un Cybertruck dans les semaines avant l'événement, puis ont fait des vidéos d'une qualité de production exceptionnelle, un peu comme Top Gear dans le temps. On va vous mettre ça en lien. Évidemment, c'est des vidéos en anglais, mais si vous voulez avoir une revue là, plus traditionnelle du Cybertruck avec autant d'informations qu'on vous donne, mais des informations plus sur comment l'interface fonctionne, les sièges, tout ça qu'on ne va pas couvrir aujourd'hui, on vous invite à aller voir ces vidéos-là si vous comprenez l'anglais sans problème et on vous reparlera là, de revues francophones plus tard lorsqu'on en trouvera. Mais on va continuer d'enchaîner. Qu'est-ce qui est important aussi à savoir avec le Cybertruck, c'est que c'est comme le nouveau Lexus RZ, c'est une direction complètement électronique, un peu comme un avion qu'on appelle fly-by-wire dans les avions. Là, ils appellent ça steer-by-wire en anglais. Donc, en réalité, le volant et les roues sont complètement déconnectés. Il n'y a pas de redondance mécanique. C'est seulement des redondances électriques. Donc, tu as besoin de 2 ou 3 systèmes là, pour contrôler les roues, là, un peu comme dans un avion. Les avions, ça en a plus que ça, là, mais c'est la même logique. Et évidemment, on a aussi de la direction à l'arrière, hein, pour rendre le véhicule, pour compresser virtuellement l'empattement du véhicule à basse vitesse et rallonger l'empattement du véhicule à haute vitesse pour la tenue de route. Puis dans le fond, de ce qu'on entend là, dans les vidéos que je vous ai nommées là, il y a de ça quelques secondes, c'est là qu'il faut le plus s'habituer parce que lorsqu'on tourne le volant du Cybertruck, on a seulement 170 degrés dans les deux directions, donc c'est vraiment pas beaucoup, là, c'est quasiment un demi-tour. Puis le véhicule va juste contrôler la direction adéquatement. Donc ça va probablement être le point le plus particulier lorsqu'on conduit le véhicule parce que tout ce que les gens ont dit, quand tu conduis, normalement, c'est comme une Tesla, c'est une voiture électrique. Ça apporte des grosses améliorations, Gabriel, parce que ce véhicule-là, même aussi, à premier véhicule, que l'entièreté de l'architecture bas voltage est 48 volts. Ça, c'est fou, ça. Oui, effectivement. Puis, il y a des véhicules mild hybrid qui ont des systèmes 48 volts pour la climatiser, puis l'aide électrique. Mais là, l'entièreté du véhicule, les vitres électriques, l'éclairage, l'écran, le système, tout est 48 volts. Ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, j'avais écouté une vidéo de Sandy Monroe qui parlait de ça, puis il disait qu'avec du 48 volts, ultimement, tu peux faire ce qu'il appelle du contrôle par, en fait, les câbles de puissance. Là. Fait que tu peux aussi transmettre de l'information. Fait qu'en théorie, par exemple, si tu as plusieurs accessoires dans ta porte, je sais pas moi, tu peux relever les vitres, après ça, tu as des boutons, des choses comme ça, mais normalement, il y aura un harnais qui fait 2 cm de diamètre. Avec plein de fils. Avec plein de fils qui passent dans la porte. Mais là, en théorie, tu pourras avoir un seul fil, pas deux, même pas deux, là, même pas un ground, là, un seul fil qui rentre dans la porte, qui transmet le 48 volts et l'information, puis ensuite, tu rediriges cette information-là aux bons endroits, puis tu rediriges la puissance, puis tu n'as même pas besoin d'un deuxième fil de négatif parce que tu utilises le véhicule ground, comme négatif, le véhicule effectivement comme négatif, comme mise à la terre. Fait qu'en théorie, tu peux avoir un seul fil qui va quelque part. Puis en plus, ce fil-là, comme c'est 48 volts, puis que tu as besoin de moins d'ampérage, il peut être plus petit. Fait que là, il y a moins de cuivre. Fait que moins de cuivre, fait que là, moins de cuivre, moins de fil, moins de gaines de plastique pour mettre autour du fil, moins de harnais à faire, moins de... C'est hot, là. Fait que là, mais on sait pas à quel point, en fait, sont allés loin là-dedans. Là. On va le savoir quand quelqu'un va le démonter. Comme Sandy Monroe le fait. Ouais. Mais on réalise pas que 48 volts, c'est une grosse affaire. Puis là, les gens vont dire ah ben oui, il est encore une fois le Tesla. Là, vous pensez juste que... Non, mais tout le monde pouvait le faire. 48 volts, là, ça existe depuis relativement longtemps, mais sauf que changer une chaîne d'approvisionnement complète d'une industrie implantée dans un pays, c'est complexe.
Fait que là, pour embarquer sur le 48 volts, de ce qu'on comprend, Tesla a juste décidé qu'ils vont faire leurs propres composants pour commencer. Donc, le Cybertruck, la plupart des composants ont été designés par Tesla. C'est leur choix. Mais là, maintenant qu'un véhicule existe 48 volts, des fournisseurs, des OEM, comme on dit en anglais, excusez-moi, ben, ils vont commencer à développer ça. Puis, dans le fond, ça va probablement proliférer à travers dans l'industrie automobile pour le gain de tous, parce qu'effectivement, ces systèmes-là à plus haut voltage, c'est juste moins de gaspillage et plus simple. Et c'est la même logique derrière pourquoi les véhicules Hyundai sont tout de suite allés avec le 800 volts, câble plus petit, recharge rapide, plus rapide, avec moins d'ampérage, puisque le voltage est plus élevé. C'est aussi simple que ça. Donc, Hyundai aussi a fait des excellents choix là, puis là, Tesla les rejoint, puis là, tout le monde va aller de l'avant vers des voltages plus élevés. Effectivement. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir des plus petits moteurs électriques aussi pour des accessoires comme le couvert de boîte. Avec ça, tu fais ça, tu peux marcher dessus. Ouais, c'est capoté. Hein? 300 livres, ils disent. On le savait là, déjà, mais d'ailleurs, ils ne savent pas encore s'il va être ou pas sur le modèle 2 roues motrices. De base, mais ils disent que ça fait comme partie un peu du concept du véhicule. Fait que ça serait probablement bien qu'il soit là. Mais ça, j'aime vraiment ça. Puis évidemment, ben, tout est contrôlé depuis l'écran central. Hein. T'as pas. C'est ça. Fait que j'imagine que tu vas avoir aussi le système de changement de vitesse à l'écran, comme dans une modèle S. Ouais. Puis aussi, où est-ce qu'il est supposé avoir le miroir, tu as le PRND. Là, ils ont un peu comme les modèles S, que c'est où est-ce que tu charges ton téléphone. Tu as une redondance là, physique, là, tu peux juste taper. Oui, puis d'ailleurs, maintenant qu'on parle de l'intérieur, on parlait de l'espace en arrière tantôt. Ils ont vraiment fait un plancher plat là, dans le Cybertruck. C'est attendu, évidemment, c'est un véhicule électrique, mais ils ont fait ça vraiment intelligemment à l'arrière. Tu peux seulement relever l'assise en fait, des sièges arrière puis avoir un plancher plat pour charger des choses. D'ailleurs, on a essayé récemment le Canyon AT4X et le Colorado. On n'a pas encore sorti le vidéo, mais ça, c'était vraiment un exemple d'une cabine là, où c'est pas optimisé pour avoir du rangement, alors que dans le Cybertruck, c'est vraiment super optimisé. Surtout, la génération qui le remplace avait l'assise de siège qui montait. Parce que mon beau-père a un Colorado 2018. Puis il était bien excité de peut-être vouloir le remplacer pour un Colorado normal LT 2023-2024. Puis là, les sièges ne montent pas. Ouais, d'ailleurs, j'ai écouté aujourd'hui une revue du nouveau Tacoma 2024. Il y a une version cabine allongée, mais pas de siège en arrière. Wow! Puis c'est juste du rangement. Puis là, c'est malade. C'est parfait. Je pense qu'ils ont vraiment compris les gens qui veulent travailler. Fait que bref, Tesla aussi. Puis il y a même quand même un bon espace de chargement entre les deux sièges avant, qui est quand même une console centrale, mais il y a un espace de chargement. Comme un peu dans la Bolt où on pouvait mettre notre petit poulet. Mais là, c'est beaucoup plus gros. Fait qu'on va pouvoir mettre quand même des gros objets. Puis oui, plus de poulet. Puis tu sais, à l'arrière, le couvert de boîte, comme il est assez en hauteur à cause de l'angle du véhicule, ben, ça te donne quand même énormément de volume pour mettre du bagage, je dirais, dans la boîte. Une boîte fibro, mais aérodynamique. Ouais, c'est ça. Là, ben, peut-être que ça te donne le tiers de l'espace additionnel que tu aurais eu là, dans une boîte en fibre de verre. Fait que je suis vraiment excité, en fait. Je le trouve laid, le Cybertruck. Je le trouve horriblement laid. J'en conduirais jamais un. Mais j'en aurais pas un, je pense, à ce stade-ci dans ma vie. Mais je pense que ça amène plein d'innovations. Puis j'ai hâte de voir les autres constructeurs adopter ça. J'aimerais ça, en fait, que quelqu'un fasse un autre camionnette électrique sur la base du Cybertruck en utilisant les meilleures idées. Mais je pense pas que ça va arriver. Fait que si les gens en veulent un, il va falloir qu'il y ait le look qui vient avec. Ouais, c'est à peu près le même constat que je fais. C'est pour moi, là, quand les gens me disent « Ah, Alexandre, tu vas pas encore nous parler du Cybertruck, c'est lettre. » Oui, mais moi, c'est toute l'ingénierie derrière ça. Puis, tu sais, je veux dire, puis là, dans le fond, les gros moulages, tout ça. « Oh, mais là, dans un accident, la voiture va être perte totale. » Peut-être. OK, ça, c'est comme le gros désavantage. Puis on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais le véhicule est relativement simple, parce que c'est un véhicule complexe, parce qu'il amène plein d'innovations, mais il est relativement simple de par le nombre de composants lorsque tu regardes comment il était assemblé, la philosophie derrière. Ça va amener, comme Gabriel dit, plein d'innovations. On parle du 48 volts, la première voiture 800 volts Tesla, on va voir ce que ça va donner. La direction à l'arrière, le cover. Pour moi, ce véhicule-là, là, je m'en fous un peu que ça soit une camionnette. Le look, effectivement, très polarisant. Moi, je trouve ça un peu beau parce que à cause que c'est différent, je trouve ça beau, mais c'est pas beau. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis les gens disent toujours, les voitures sont toutes pareilles. Ben là, il y en a une de pas pareille. Ouais, si vous voulez une voiture qui sort du lot, là, faire un comparatif vraiment boiteux, là, parce que tu disais, le Cybertruck, c'est un peu la voiture que Tesla utilise pour tester leur technologie, parce qu'évidemment, elle est à beaucoup plus petit volume que les autres voitures qu'ils vont lancer dans le futur. Puis ça me fait penser un peu à la Chrysler Prowler. Te rappelles-tu de la Chrysler Prowler? Oui. C'est laid. Ça aussi, c'est horrible, mais dans une manière vraiment différente. C'était comme une auto qui était censée ressembler à un vieux Roadster des années 20.
Mais en fait, il y avait plein de technologies là-dedans que Chrysler explorait, comme des structures en aluminium collées là, pour le châssis de la voiture. Puis aujourd'hui, on fait ça. On fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est utilisé par d'autres constructeurs. Fait que, je veux dire, je ne savais pas ça avant d'étudier plus en détail le Chrysler Prowler, mais c'était comme le test bed, pas le porte-étendard, mais la voiture que Chrysler a utilisée pour développer des technos qui ont été utilisés dans d'autres véhicules par la suite. C'était un peu la même chose avec le Cybertruck. Puis c'est tout à fait correct. Puis à la fin, c'est ça que je trouve drôle. Il y a quand même un tollé. Ah, c'est pas beau, trop cher. Oui, mais c'est une compagnie privée. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis s'ils se plantent, ils se planteront avec... Ben, ils vont être les seuls responsables à la fin. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça va être un volume de quoi? 50 à 100 000 unités par année, probablement. Seulement en Amérique du Nord, d'ailleurs. Ouais. Peut pas être vendu en Europe. C'est ce qu'on sait, là. Ou mais du moins, ça va être dur à homologuer en Europe. C'est ça. Il pourra pas être homologué dans sa forme actuelle, mais ça pourrait changer. D'ailleurs, c'est vraiment rare qu'un véhicule ne peut pas être homologué en Europe à cause d'enjeux de sécurité. Alors pour les qu'il peut l'être ici, généralement, c'est l'inverse, mais là, dans ce cas-ci, probablement que leurs règles exactement qui protègent les piétons sont plus restrictives. Fait que c'est ça. Mais écoute, j'ai hâte d'en essayer un, Alex. Moi aussi, j'ai hâte d'essayer ça. C'est le modèle à traction intégrale, je pense, qui va être le plus intéressant. Oui, il y a le modèle Cyber Beast, mais c'est 20 000 US de plus, puis c'est pas... c'est le modèle all-wheel drive là, qui va être le modèle le plus vendu, puis je pense qu'il est le plus intéressant. Ça va être très intéressant. Puis, regardez, là, à la fin, juste pour clore l'épisode, évidemment, c'est un lancement pour les États-Unis. Si tu vas sur le site canadien, Cybertruck, tu as toute la description en français canadien, c'est super, mais si vous voulez en configurer un, c'est seulement, on peut juste laisser un dépôt de 150 $. Il faut aller sur le site américain pour avoir tous les modèles, puis un peu plus de détails. Par contre, je vous ai fait une petite charte, ici, Gabriel, que tu vas voir toi aussi. Je l'ai mis en prix canadien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les prix du Cybertruck que je vous ai montré au préalable. J'ai multiplié par le taux de change actuel d'hier. Puis Tesla, quand tu regardes, souvent, eux autres, c'est leur méthode, ils mettent le taux de change. Effectivement, d'autres constructeurs vont utiliser d'autres techniques. C'est pas toujours fiable et ça pourrait changer pour le Cybertruck, mais ça donne une idée. Donc, si on était au Canada et le Cybertruck serait disponible aujourd'hui, le modèle de base serait à 83 000, 82 946, donc beaucoup plus cher qu'un Ford Lightning Pro. Puis il y a juste 40 km de plus d'autonomie. Donc, voyez-vous, ça, c'est pas super compétitif comparé au Lightning Pro qui est à 61 395 sur le site canadien. Ben, je veux dire, probablement, il va arriver juste en 2025, ce modèle-là. Il va probablement être à plus faible volume. Peut-être qu'il est rendu là, le prix va baisser parce que les gens en voudront pas, je sais pas. Mais tu sais, il faut comparer, je pense, le Cybertruck traction intégrale avec, mettons, un Silverado EV 4WT, là, serait à peu près dans les mêmes prix, ou avec un modèle plus cher du F-150 Lightning, puis on tombe un peu dans les mêmes eaux, en fait. Là. Un XLT grosse batterie, Gab, c'est 88 515, puis j'ai mis un astérix, il y avait comme un peu, il y avait des rabais sur le site de Ford hier, mais dans le fond, 131 kWh, 515 km, Tesla est un peu plus efficace, théoriquement. Oui, je sais, mais je pense qu'en termes de... C'est parce que tu as aussi la notoriété et tout ça qui vient avec ce véhicule. Je pense que tu faudrait que tu le compares plus à un Laria ou à un Platinum. Peut-être. Ou un Rivian. Le Rivian R1T Max Pack avec 149 kWh, 660 km est à 139 000 canadiens parce qu'ils ont un magasin maintenant à Vancouver et un à Montréal qui ouvre bientôt, voisin de chez Tesla sur le boulevard des Caries. Donc, on peut maintenant le compter, le Rivian R1T. Mais c'est 139 000. Fait comme je vous ne voyez pas le Cybertruck comme le sauveur de la voiture, du pick-up électrique abordable, un peu comme les Model 3, Model Y avec leur diminution de prix dans la dernière année sont. C'est un véhicule premium, c'est un véhicule porte-étendard et c'est le nouveau fer de lance de cette compagnie-là. Fait intéressant que lorsqu'on regarde le prix du modèle X all-wheel drive aux États-Unis, il est à 74 990. Le Cybertruck all-wheel drive est à 79 990. Donc, seulement 5 000 $ plus cher que leur dernier véhicule porte-étendard. Fait qu'en réalité, exactement. Puis les modèles pas mal dans leur gamme. Les modèles S et X ont énormément diminué de prix là, dans les 2 dernières années. Je me souviens, un modèle S Plaid, c'était 180 000 $ récemment, c'est rendu 125. Un modèle S de base, c'était 140, c'est devenu 100 000, 99 000. Donc, ça fait 10 ans qu'il est fond, Gab. Le tooling doit être payé. Tesla constamment en train de réajuster sa stratégie de prix. En ce moment, ils n'ont aucune raison de vendre le Cybertruck pas cher. Parce que peu importe le prix qu'ils vont mettre dessus, la première ou les 2 premières années de production, ils vont être vendus, peu importe le prix, puis ils n'ont pas vraiment de compétition dans ce segment-là. Donc, si on voit les prix diminuer, je pense que ça ne sera pas avant comme 2026, là, dans ce coin-là. Ça ne me surprendrait pas de voir des modèles à propulsion rendus là qui vont être en spécial sur le site de Tesla, mais on est vraiment loin de là. On n'est vraiment pas rendu là.
c'est ce qui met fin à notre épisode. On n'a pas couvert 100% du Cybertruck. On a couvert ce qui nous intéresse nous et ce qui vous intéresse vous. On est allé un peu plus technique, comment c'est fabriqué, la capacité de batterie, la recharge, tu sais, ce que les autres peut-être médias ou YouTubers que vous allez voir, puis il y a énormément de contenu sur le Cybertruck, puis ça s'ajoute à tous les jours. Ben eux, ils vont couvrir le look, puis tu sais, dans le fond, les comparatifs, la vitesse, la conduite, tout ça. Puis évidemment, nous, ne l'ayant pas essayé, on vous donne notre analyse technique sur le véhicule. Puis pour clore le dossier du Cybertruck, c'est un véhicule maintenant qui existe. La disponibilité au Canada, ça restera à voir. Moi, je pense que c'est dans les prochains 12 mois. Je pense que ça va être un véhicule très populaire de par son... tu sais, dans le fond, c'est comme un moment Lamborghini Countach ou un moment la Mini. Dans le fond, c'est un véhicule qui va redéfinir un nouveau segment. De par, c'est très polarisant. Et ça va probablement être très bon, mais pour l'instant, ça va rester un véhicule très cher. C'est ça. Mais je pense que ça va être une icône dans le temps aussi. Je ne sais pas si Tesla va maintenir ce véhicule-là dans son portfolio pendant des décennies. Peut-être pas. Mais c'est clairement un véhicule qui sera au moins aussi marquant que la DeLorean, je crois. Oui, c'est le successeur spirituel de la DeLorean. Oui, absolument, exactement. C'est exactement ça. Donc, Alex, on se laisse là-dessus. Si vous avez un Cybertruck en commande que vous recevez bientôt, vous pouvez nous écrire à plusdeminage@gmail.com. Ça nous fera un plaisir de faire un essai de votre Cybertruck.